Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo un peu philosophique, un petit peu dans l'ensemble de la technique. On va pas forcément parler que d'une seule distribution, en tout cas pas toute la vidéo. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est système immuable, ou Immutable Operating System en anglais, bien sûr, avec mon accent pharaonique. En tout cas, c'est une des voies qui est proposée depuis quelques temps maintenant pour l'avenir de Linux. Je ne peux pas vous dire que ça sera forcément le cas pour toutes les distributions qui vont arriver, mais en tout cas, c'est un des chemins proposés euh, qui est du coup un petit peu différent dans sa manière de fonctionner des distributions actuelles, euh, qui est peut-être un petit peu plus déroutant, j'ai envie de dire, parce que c'est pas forcément l'usage qu'on a depuis 20-30 ans sur les utilisations de Linux en l'occurrence. Donc ça peut poser un petit temps d'adaptation en tout cas si par exemple vous partez là-dessus. Mais en tout cas techniquement quand on se penche vraiment sur le sujet c'est quelque chose qui est vraiment assez intéressant, assez sécurisant aussi d'une certaine manière. Euh, Il y a des similitudes un petit peu, il y a des éléments qui sont repris de l'immuable et qui sont intégrés forcément dans des distributions un petit peu standards, notamment tout ce qui est la partie rollback. Je pense par exemple à OpenSUSE Tumbleweed qui a ce genre de fonctionnalité, ou WorkIt d'ailleurs, qui lorsque vous touchez au système, c'est-à-dire vous interagissez avec sa base, en termes de quantité de paquets, de fonctionnalités, bah, il y a une snapshot qui se crée pour pouvoir rollback en cas de problème. Donc c'est assez utile et sécurisant du coup, comme je l'ai dit. Euh, En tout cas, une des premières distributions entre guillemets qui a amorcé le pas sur ce genre de fonctionnement, c'est Fedora avec à l'époque Silverblue, qui du coup est la même version que leur GNOME, sauf avec toute cette partie immuable. Et puis du coup, il y avait quelqu'un qui travaille depuis Red Hat qui avait pour projet de fournir l'environnement de bureau KDE et puis plein d'autres aussi. Je crois qu'il y a XFCE, Panthéon, tout ça. Au travers de customisation un petit peu pas officielle, même si c'était quand même très bien fini à l'époque. Notamment le projet du coup Kinoit que vous avez sous les yeux, qui est le résultat de Silverblue, sauf pas avec GNOME mais avec KDE. Et du coup, c'est cette initiative à la base volontaire euh, qui a amené à ça. Et puis du coup, il y a Fedora qui s'est penché un petit peu sur le sujet. Puis ils ont intégré du coup Kinoit depuis Fedora 35 en tant que version officielle. Après, elle reste officielle du coup dans son rapport avec Fedora, bien sûr. Mais aussi, elle n'est pas forcément autant mise en avant que Silverblue. Par exemple, si on va sur leur site, on peut y aller ensemble, hein. Si on va sur Fedora, hop, et qu'on regarde par exemple les nouvelles versions, on peut voir qu'il n'y a que Silverblue 2 proposé, qui du coup est avec GNOME cette fois. Donc Kinoit n'est pas forcément mis en avant autant que Silverblue pour le coup. Donc ça viendra peut-être avec la 37, la 38, enfin voilà. Mais en tout cas, c'est bel et bien une version officielle, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, Ce qu'on peut noter aussi du coup, c'est que en l'occurrence, on a le même mode de fonctionnement que Silverblue. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une technologie un petit peu comme propose NixOS, qu'on avait vu lors de la vidéo dédiée. Où en fait, on peut citer, je pense, trois couches du système. Donc vous avez notamment du coup la base, qui est le corps du système, qui lui du coup ne bouge pas. Euh, et qui du coup est rebasable si par exemple vous faites des bêtises, je sais pas, avec un noyau, avec un paquet qui est vérolé ou quelque chose comme ça. Et en fait, cette base-là initiale, elle est intégrée dans votre système dans tous les cas. Et dans tous les cas, vous pouvez rollback dessus ou dire à votre système reviens à l'état initial en sortie d'installation de l'ISO, quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment appréciable. C'est assez sécurisant. Et du coup, après, vous avez deux technologies qui viennent s'ajouter à ça pour pouvoir bien sûr utiliser les applicatifs un petit peu comme on a l'habitude de faire.
Donc vous avez la partie Flatpak qui a été sélectionnée pour tout ce qui est application graphique. Donc au niveau de Firefox par exemple, de Discord, de Spotify, d'OBS, tout ça. Comme vous avez à l'écran, dans ma barre en bas, en l'occurrence, c'est tout des Flatpak et c'est le choix qui a été fait pour pouvoir conteneuriser entre guillemets tout ça. Et puis c'est selon moi assez justifié de dédier Flatpak pour une utilisation graphique en l'occurrence. Parce qu'on a toujours un suivi méticuleux des mises à jour. Euh, une assez grande disponibilité, notamment en termes de paquets, qui est assez intéressante. On a les principaux logiciels clés qui sont là, donc il n'y a pas de manque. Donc voilà, tout ce qui est pour application graphique, du coup, vous pouvez bien sûr passer par Discover, en l'occurrence, sur cette version Kinoite, qui intègre du coup le FlatHub qui n'est pas par défaut, attention, parce que par défaut, on a le dépôt Flatpak de Fedora qui contient pas grand chose, surtout des applications GNOME. Mais du coup, après, on peut rajouter le FlatHub qui, lui, vient améliorer tout ce qui est disponibilité d'applications avec tout ce qu'on a de Flatpak habituellement. Donc voilà. Mais par contre, actuellement, il n'y a pas de gestion graphique pour tout ce qui est gestion de la base en elle-même, du coup, qui se gère avec RPM OS3, qu'on pourra voir juste ici. Je sais pas pourquoi le terminal est en tout petit comme ça. Et du coup, si on fait RPM OS3 upgrade, du coup, qui est la commande pour maintenir à jour le système, on peut voir qu'il regarde tout de suite, il est d'ailleurs bien plus rapide que DNF, cela dit. On peut voir qu'il vérifie, il compare avec ce qu'il y a upstream, et puis il vous dit qu'il n'y a pas de mise à jour, mais en l'occurrence, ça se fait tout en ligne de commande pour l'instant, cette partie-là, parce qu'elle n'est pas intégrée encore dans Discover, mais c'est prévu. Alors que, à contrario, dans Silverblue, je crois que cette partie, je pourrais pas mettre ma main au feu, mais il me semble que cette partie, je pense que depuis le temps, ils ont dû l'intégrer à GNOME Software, donc à mon avis, vous pouvez tout faire en graphique sur Silverblue. Euh, autre point d'accroche du coup qui est différent de Flatpak, on a du coup leur technologie, faut que je retrouve le nom, ça doit être Textool, je crois. Faut que je regarde Install Apps and Software, ça doit être là. Toolbox, pas Textool, ça c'est un autre truc. Toolbox, qui du coup permet littéralement l'usage de DNF, mais en fait avec un petit peu comme ce que propose Bedrock Linux, si vous connaissez, c'est un petit peu dans le même principe. Vous avez des strats, je sais pas trop comment traduire ça en français, mais c'est des couches en fait, une couche qui est par-dessus la base, sur laquelle vient se greffer du coup toutes les applications en ligne de commande ou de développement, tout votre environnement, par exemple les langages de programmation, tout ça, qui sont installables du coup en couches en fait, qui sont transparents pour vous à l'usage, mais en tout cas qui permettent de segmenter la base de ces paquets-là, et qui du coup permet évidemment de rebase, de rollback, également au même titre que Flatpak. Donc c'est Flatpak mais pour les CLI en gros, sauf que c'est par DNF, et du coup c'est bien séparé de la base. Donc c'est vraiment intéressant techniquement. Il montre par défaut, par exemple dans la documentation, si vous installez libvirt par exemple avec les drivers, et ça sera une couche, ça sera pas directement dans la base. Donc voilà. Là il vous explique notamment comment setup le FlatHub. Il n'y a vraiment rien de compliqué, on va sur le site, on chope le Flatpak repo, et puis on l'ouvre dans Discover, et puis après vous avez accès directement. Il nous montre aussi du coup comment utiliser soit avec DNF, soit avec RPM OS3 pour installer les paquets en strat. Et puis aussi comment remplacer des paquets si par exemple vous avez une version qui n'est pas la bonne pour par exemple votre projet de développement. Vous pouvez facilement les remplacer comme ça, donc c'est assez intéressant. Et aussi du coup il vous montre notamment ce que je vous ai montré tout à l'heure, du coup la commande pour mettre à jour le système et pour juste vérifier les mises à jour sans télécharger. Et aussi il y a la commande très intéressante qui du coup ils expliquent bien que par défaut on ne peut pas le faire par Discover encore, vous voyez. Donc pour l'instant c'est encore en ligne de commande aussi, donc là en fait il va vérifier les remotes upstream pour voir si une nouvelle version de Kinoite est disponible.
Et en l'occurrence, on peut utiliser du coup notamment la même commande par exemple pour basculer sur RAW-wide ou sur la 37 quand elle sera là. Donc c'est assez intéressant aussi là-dessus de pouvoir par exemple, si c'est dans un but de contribution, pouvoir basculer sur RAW-wide, participer par exemple à la à la semaine de test. On a une actuellement sur GNOME pour Fedora 37. Vous pouvez basculer là-dessus, faire vos tests, remonter les bugs à Fedora, et puis hop, vous rebasculez du coup sur la base 36 stable et sans problème. Donc ça c'est vraiment intéressant ce système-là. Et du coup il y a tout ce qui est rollback aussi. Du coup que vous pouvez soit sélectionner le menu grub, par le grub. Ça c'est pour juste booter temporairement apparemment. Donc si par exemple vous avez un paquet qui est cassé lors d'une mise à jour, vous pouvez booter sur la rollback, mais par contre ça ne sera pas définitif. Et il faut rendre du coup, par exemple, si vraiment vous voulez que la rollback sur laquelle vous êtes devienne définitive et que ça écrase celle du futur, et ben faut la rendre permanente du coup avec la commande RPM OS3 rollback. Du coup c'est vraiment vraiment intéressant. C'est un petit peu vraiment ce que propose Tumbleweed, mais ça va plus loin en fait. C'est pas juste des rollbacks, il y a vraiment une séparation au cœur du système. Et c'est vraiment ça qui est intéressant au final. Et en l'occurrence, avec Flatpak, ça permet quand même d'avoir pas mal d'utilisation. En tout cas, moi, ça remplit littéralement tous mes critères. Parce que j'utilise pas tant de logiciels précis que ça. Vous le savez très bien, depuis les vidéos, je le dis à chaque fois, il y a Discord, Spotify, OBS, Kdenlive, et puis le launcher de Final Fantasy XIV, qui, Dieu merci, est en Flatpak, ce qui amène bien moins de problèmes, bien sûr. Donc en tout cas, c'est vraiment intéressant d'avoir ce doc, et je viens de voir que à l'instant qu'elle était en français, mais visiblement, elle n'a pas l'air traduite. Il y a juste les menus sur les côtés. Euh, donc voilà, ça fait peut-être un point de contribution à faire ici. Je pourrais peut-être aider à traduire la doc, hein, ça pourrait être sympa. En tout cas, voilà, il n'y a pas que pour l'instant, il n'y a pas que Fedora qui est sur ce segment. On peut noter aussi OpenSUSE MicroOS, mais qui est du coup, c'est pas autant mis en avant l'utilisation de desktop que Fedora, ce qu'il propose. Parce que MicroOS, si on va sur leur site, ils disent que c'est un système vraiment pour host des conteneurs. C'est un serveur maître Docker, par exemple. C'est vraiment pour ça. Mais apparemment, on peut quand même installer tout ce qui est desktop, mais c'est pas forcément mis en avant. Je pense qu'il faut leur laisser un peu de temps, que le projet mûrisse. Donc voilà. Bon, en tout cas aussi, chose qui est intéressante, c'est que dans tous les cas, la base que vous avez, là par exemple, moi j'ai la base KDE, ça sera la même techniquement. Et encore, je suis pas sûr à 100% parce que comme je l'ai dit juste avant de faire la vidéo sur le Discord, j'ai noté qu'il n'y avait pas Kmail par exemple, chose qu'on a sur Fedora KDE classique. Là, on peut voir que la logithèque est vraiment pas si fournie que ça. Et ça me va très bien parce que c'est vraiment l'installation que je cible. On a juste quelques applications KDE, mais on n'a pas tout ce qui est Kmail, Aconadi, tout ça. Donc c'est vraiment intéressant. Mais dans tous les cas, normalement, vous avez les mêmes avancées qui est fait dans Fedora KDE ou dans Fedora Gnome sur Silverblue ou Kinuit aussi. Donc dans tous les cas, la base est la même. Donc là, par exemple, je suis sous KDE Wayland, notamment pour des problèmes de performance sur FF14, bien sûr. Sur du matos AMD, forcément, Wayland, ça brille. Donc en tout cas, KDE Wayland, ça marche également sur Kinuit et c'est par défaut, comme le choix qu'ils ont fait sur Fedora KDE Upstream, entre guillemets. Donc voilà, vous avez vraiment un suivi qui est fait sur ces versions également. Donc j'espère que cette petite vidéo, présentation un petit peu du contexte, enfin du concept immuable et de Fedora Silverblue, vous aura plu. Si vous avez des questions, je peux vous répondre en commentaire, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi si vous voulez qu'on vous aide directement sur Discord, ça peut être bien aussi. Ou si vous êtes utilisateur et partagez votre expérience aussi, c'est pas mal. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié de cette petite vidéo et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine.